Ali, est-ce qu'on peut lancer? D'accord, merci. Nous allons commencer notre session, peut-être par de petites présentations avant que nous puissions débuter en une, 2 minutes. Je pense qu'on pourra faire le tour. Et cela permettra aussi de se localiser, se localiser, si on peut le dire ainsi. Nous sommes, moi, c'est Keba, je suis, c'est à ces préoccupations que nous nous posions parfois, de où nous pouvons nous situer, nous en tant qu'experts en prévention et contrôle des infections, que docteur Valérie va essayer de répondre à ces jours. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, docteur Valérie est en contrôle des infections qui est membre de multiples associations de lutte contre les infections à travers le monde et principalement en Afrique via le réseau AI. Il a plusieurs fois été euh, consultant pour le système des Nations Unies à l'OMS et aussi pour Africa CBA, les pays dans le remontée de niveau de prévention contrôle des infections au niveau institutionnel et même au niveau communautaire dans différents pays. C'est lui qui sera notre orateur de ce jour. Il pourra se présenter à la fin. Et le micro est ouvert. Je ne sais pas, on va par ordre alphabétique. En quelques secondes. Monsieur Abdel, et en 2 secondes, et nous dire depuis où vous nous suivez. OK. Il semble ne pas nous recevoir. Professeur Ali, Merci, docteur Dixon. Je m'appelle Boulaboula Ali, je suis médecin et enseignant des universités en République démocratique du Congo. Actuellement, je me trouve à Nairobi. merci, professeur. Monsieur Jean-Robert, Merci, bonjour. Je suis Bonaïssa Chabani Jean-Robert. Je suis médecin épidémiologiste et j'ai travaillé longtemps dans des projets à l'extérieur du pays, dans des projets santé-nutrition où il y avait aussi la composante PCI. Actuellement, je vous suis à partir de Lubumbashi en RDC. merci, docteur Jean-Robert. Docteur Mamadou, Bonjour, moi c'est Dr Mamadou Sey, je suis vétérinaire. Je suis au Sénégal, je suis clinicien privé, je suis épidémiologiste. J'ai un cabinet vétérinaire à 120 kilomètres de Dakar, à Meké, une ville qui s'appelle Meké. Je fais partie donc de la communauté éco. Je suis souvent les webinaires qui sont très instructifs. Et dans le cadre du NL, si je travaille beaucoup dans ce sens, dans la RAM, dans beaucoup de domaines. Et au niveau du centre de santé aussi de Megué, nous travaillons ensemble avec le district sanitaire pour vraiment travailler ensemble sur la gestion de certaines maladies comme la rage, les maladies émergentes. Merci beaucoup. Monsieur Variste,
Vous n'avez pas oublié d'allumer mon caméra. Merci. On voit que vous êtes Merci. vétérinaire, le cheval derrière vous. Merci beaucoup. Monsieur Variste, Bonjour à tous. Et Évariste Djibango, je suis médecin et professeur à l'université de Mbujimaï. Euh, Je vous suis, je vous suis à partir d'Osaka au Japon où j'enseigne également. Merci. merci beaucoup, docteur Variste. Madame Sylvie Mapendi, pour le collègue qui vient Oui, d'arriver, nous bonjour faisons tout une le monde. petite présentation. Allez-y. Oui, bonjour, moi c'est Sylvie Mapenzi. Je suis expert en santé publique. Je suis encore pharmacien. Je vous suis depuis Goma, en RDC. Merci, Madame Sylvie. Monsieur Papi, Chentwali, désolé si je martyrise vos noms. Chentwali, voilà. Tout à fait. Bonjour, c'est Papi Tchentwali. Je suis médecin, expert spécialiste en santé publique. J'ai beaucoup plus travaillé dans la lutte contre les sida en tant que prestataire du niveau opérationnel, du niveau intermédiaire. Et j'interviens à partir de Bukavu en République démocratique du Congo. Merci. Merci, Monsieur Papi, depuis Bukavu, en République démocratique du Congo. Monsieur Lambaté, Bonsoir. Ouais, je me nomme Bougonon Labanté. Je suis infirmier diplômé d'État. Je suis en exercice au nord du Togo. Je vous suis depuis le mois de juin 2024 et ça me fait plaisir d'être parmi vous et d'apprendre encore plus sur la prévention et contrôle des infections. Merci beaucoup. merci, merci. J'ai Paolo Bianco. Bonjour, Paola, bonjour à sorry, tous. madame. Bonjour. Oui, je parle, je vous suis depuis l'Italie depuis des temps parce que je suis intéressée. Je travaillais dans le domaine de l'infection hospitalière et alors je suis qu'est-ce qu'on fait de l'autre côté du monde. C'est comme ça. Merci à tout le monde. Merci à vous. Le tout dernier, Monsieur Franklin, et après on va lancer notre euh, session d'aujourd'hui. Monsieur Franklin, en une seconde. Voilà, apparemment, Monsieur Franklin est loin. Docteur Valérie, vous êtes avec nous? Vous êtes prêt? Docteur Valérie est prêt. J'espère que la connexion Internet ne va pas le trahir. Je vais essayer de le trouver où il est caché. À vous, docteur. D'accord. Merci, Docteur Valérie. Mettez déjà votre page en exergue. Voilà, c'est visible, on le voit. Passez en plein écran. Voilà. Passez en mode présentation. C'est déjà fait. Je crois que c'est un retard de signal. OK. Attendez 2 secondes, on voit. Je ne sais pas, est-ce que les autres, vous le voyez déjà en mode présentation? OK, c'est bon. Il passe en mode présentation. Oui, c'est bon, Enfin, on voit très bien, on ouais. entend très bien. Il est capricieux, cette présentation. Voilà. Nous disions que docteur Valérie, nous le connaissons tous, c'est vraiment un médecin qui est passionné
comment transmettre l'information. Petit côté de lui que moi, personnellement, j'aime beaucoup parce que il trouve toujours le bon mot pour nous faire comprendre des choses qui pouvaient être si compliquées de la manière la plus simple avec des exemples très simples. Et aujourd'hui, il va aborder la question sur la prévention et le contrôle de l'infection. Est-ce que santé, est-ce sciences cliniques, est-ce les deux? Nous allons lui laisser la parole et après, nous allons tous contribuer de notre expérience. Docteur Valérie, à vous la parole. Merci beaucoup, docteur Dixon. J'espère que je suis bien audible parce que vos dernières phrases ou vos derniers mots, je ne les ai pas perçus. Peut-être un problème de connexion chez moi. 5 sur 5. On vous reçoit Alors, 5 sur 5. merci beaucoup, chers collègues, chers amis, pour la présence à cette messe de tous les vendredis, messe au cours de laquelle nous échangeons des éléments qui permettent à ce que nous puissions quitter l'ignorance, chacun amenant sa contribution. Alors, j'ai une petite tremblote parce que sur la plateforme, il y a deux de mes professeurs. Alors, j'espère bien que la tremblote ne va pas m'empêcher de pouvoir délivrer les éléments que nous avons et nous allons faire cette présentation ensemble. Alors, très rapidement, nous allons essayer d'avancer. Voici un tout petit peu, une petite introduction, puis on va dire quels sont les objectifs que nous vivons ici, ou que nous visons plutôt. Mais alors, après, nous allons ensemble parler de quelques définitions. C'est beaucoup plus des définitions qui vont nous permettre de pouvoir comprendre ce dilemme auquel nous faisons face parce que les conséquences sont multiples. Et puis, on va parler des composantes d'un programme PCI effectif. Et nous allons parler de et enfin, nous allons parler de la conclusion. Alors, il va y avoir quelque chose qui va nous aider, c'est que nous allons pouvoir utiliser à un moment donné un outil d'évaluation justement d'un programme PCI pour que nous puissions comprendre comment les composantes s'imbriquent, comment est-ce que nous pratiquons cette science. Je n'ai pas amené beaucoup d'images comme celle, voici, ça c'est la station d'hygiène des mains. Là-bas, nous avons les déchets, leur gestion et tout ça. Parce que chacun va pouvoir contribuer à ça et nous allons nous retrouver donc de la sorte. Alors, tout de suite, que pouvons-nous dire par rapport à ce que l'on appelle PCI? Eh bien, euh, beaucoup de gens disent, ils disent, mais maintenant la PCI est partout. La PCI, vous allez la trouver en pédiatrie, vous la trouvez en médecine interne, vous la trouvez dans la logistique, vous la trouvez dans l'engagement communautaire et la communication des risques. Et puis, mais la PCI, vous savez, ah, mais ça, c'est une histoire des infirmiers. J'ai entendu quelqu'un dire, docteur, oui, je suis docteur en médecine. Ma première fois que j'ai été en Irak, je suis arrivé par là et les médecins là, ils étaient étonnés que moi, un médecin, que j'aille faire une spécialisation en PCI. Ils n'en revenaient pas du tout. Donc, j'ai fait une première mission là-bas en 2018, puis j'ai fait une autre mission en 2024. C'est en 2024 que j'emmène mon papier d'enrôlement à l'ordre des médecins, que d'autres médecins ont pu croire. Et surtout quand vous avez affaire aux chirurgiens, ben, ils ne vous acceptent pas du tout. Comment vous pouvez aller faire une science comme ça? Donc, c'est des éléments très nombreux qui font poser beaucoup de questions. Mais le point focal PCI, ah, c'est le responsable des hygiénistes, des techniciens de surface. J'ai travaillé pour une ONG, j'arrive à Kinshasa et on me recrute et on me dit, ah, vous savez, les hygiénistes souffrent beaucoup, maintenant on a quand même quelqu'un qui peut s'occuper d'eux. Nous prenons la route et nous allons dans le fin fond de l'Équateur. Eh bien, là où nous arrivons, alors partout, toutes les stations où on passait les centres de santé avant d'arriver à la base, on me présentait comme étant le responsable des hygiénistes. Donc, j'ai dit, moi, je n'ai pas de problème, je ne vais pas réagir par ici parce que la réalité, c'est qu'aussi, les hygiénistes, nous traitons avec eux. Mais alors, on a plusieurs législations qui sont victoires selon les pays. La PCI, c'est à l'hôpital et pas dans la communauté. Je vous donne un exemple en Afrique du Sud. Ceux qui ont fait la PCI WASH, particulièrement, disons, la PCI, vont pouvoir être confinés dans les formations des formations sanitaires, dans les établissements de soins de santé. Alors que ceux, l'hygiène, ils ont fait la santé environnementale, c'est eux qui vont aller dans les communautés. Alors qu'il n'en est pas comme ça, hein. Par exemple, dans les pays africains où nous sommes, vous allez voir que, et les environnements, d'ailleurs, en Afrique du Sud, même les environnementalistes se retrouvent aussi dans les hôpitaux.
Ils se retrouvent aussi dans les hôpitaux et dans la communauté, mais on confine la PCI. On a beaucoup de choses comme ça. Vous faites un sujet sur la PCI, les gens sont en train de se poser la question, mais comment? Est-ce que ce dont il parle là, c'est la clinique ou bien c'est la santé publique? Je parlais du point focal. Pourquoi est-il avec nous dans un tour des salles? Que fait-il dans un tour des salles? Je rappelle très bien que la distanciation entre les lits, lorsque nous entrons dans un bloc d'hospitalisation, eh bien, la distance entre les lits nous permet de pouvoir dire si nous respectons les normes et que nous allons réduire justement la transmission croisée des infections qui peut y avoir chez un voisin qui, si elle ne va pas chez l'autre. Mais c'est entre eux, avec les contacts, avec l'échange de ce qui est entre eux, mais aussi le personnel de santé qui passe d'un lit à l'autre. Est-ce qu'avant de pouvoir aborder l'autre patient, on fait l'hygiène des mains? Voyez-vous, quand nous faisons les tours de salle, eh bien, on peut avoir une prescription d'antibiotiques. Celui qui est là, qui a fait la PCI et qui est aussi dans la résistance antimicrobienne et tout ça, il va regarder les fiches, il va aussi regarder comment les choses sont faites. Là, nous travaillons en collaboration avec un comité qui est le comité de la résistance ou de la lutte contre la résistance antimicrobienne et nous PCI. Ça, deux fois, c'est une seule personne qui porte les deux casquettes et tout ça. Donc, on se retrouve aussi à l'hôpital. Et puis, j'ai parlé de plusieurs législations et celui qui fait la PCI n'est pas payé comme PCI, infirmier, comme médecin et pas comme informé en PCI. Quelqu'un qui va faire un diplôme, un certificat, qui va faire un master, l'intensité, l'heure, la composition de la matière qu'il reçoit lui permet d'acquérir aussi des crédits comme tous les autres qui ont fait la médecine environnementale. Mais en Afrique du Sud, par exemple, vous n'êtes pas payé comme PCI, pas du tout. Mais celui qui a fait la médecine environnementale est payé comme PCI. Si nous voulons créer une filière où nous disons c'est stand-alone pillar, un pilier qui est à lui seul autonome, bien sûr, avec les autres, les gens sont contre, ils disent non, ils doivent se retrouver sous tel pilier, tel autre pilier. Ce n'est pas un problème, ça ne fait pas problème parce que pour autant qu'on est dans la qualité des soins, hein, nous nous battons pour que nous puissions l'améliorer ensemble parce que la PCI aussi vise cette qualité de soins. Alors, ça fait que ça frustre les gens. Il y en a très peu qui commencent à aller pour la formation en PCI. Même s'ils vont faire en Afrique du Sud, ce n'est qu'une chose qui est surajoutée sur ce qu'ils ont eu. Mais finalement, vont-ils être enrôlés à l'ordre des infirmiers ou bien à l'ordre des médecins, ou bien vont se faire enrôler finalement du côté de la santé publique, dépendant des structures de chaque pays. Donc, voyez-vous, tous ces dilemmes-là fait poser beaucoup de questions. Finalement, cette PCI est-elle clinique ou bien c'est finalement une histoire de santé publique? Donc, l'objectif que nous allons viser tous ensemble ici, c'est de pouvoir essayer de faire comprendre pour que nous puissions harmoniser notre marche ensemble, parce que désormais, d'ailleurs, on parle d'une seule santé, de façon à ce que les choses puissent être systématiques, qu'on se comprenne et que tous puissions contribuer à ce que la santé soit bonne et que nous puissions aller de l'avant. Voilà un peu planter le décor qui nous permettrait de pouvoir comprendre ce que nous faisons. Et ça, c'est très, très important parce que si nous faisons cette attention, ça nous permet d'avancer. Permettez-nous de briser la glace maintenant. Nous allons avoir dans dans les jours qui viennent le 5 mai. Le 5 mai, c'est la journée internationale pour l'hygiène des mains. Alors, le thème qui a été donné, peut-être des gants, peut-être des gants dans les soins là, peut-être les gants. Mais c'est toujours une question d'hygiène des mains. L'hygiène des mains passe partout. Et ça, c'est très important. Alors, vous voyez les trois icônes qui sont en bas qui nous montrent que, eh bien, est-ce qu'ici, je vais mettre les gants? Là-bas, la première icône qui va mettre les gants ou bien je vais pouvoir faire l'hygiène des mains ou qu'est-ce qu'il y a? Mais finalement aussi par rapport à l'impact environnemental, à la troisième icône que nous voyons. Mais nous allons ensemble voir ça tout de suite, chers collègues. Alors, on dit ici l'objectif que nous aurons pour les 5 mai qui vient ici. L'objectif, c'est de promouvoir, comme vous le voyez très bien, de pouvoir promouvoir les pratiques optimales d'hygiène des mains et en utilisant justement ce qui est approprié. Et conformément à tout ce que nous connaissons, nous tous, la technique appropriée, 5 moments d'hygiène des mains. Et puis aussi, on va essayer de promouvoir l'inclusion de l'hygiène des mains dans les stratégies nationales de prévention et contrôle des infections. Parce que je vous dis que ce n'est pas aussi facile que ça. La COVID est arrivée, la COVID est passée, ce qu'il y avait comme station hygiène des mains, les gens ont enlevé, même dans les hôpitaux, on ne fait plus. Donc, l'objectif que nous avons ici, essayons de pouvoir mettre cela dans toutes les procédures opérationnelles normalisées des établissements de soins. Et le tout dernier objectif que nous avons pour cette journée-là,
la journée mondiale de l'hygiène de main, c'est sensibiliser par rapport à l'impact environnemental climatique. Les gants, nous les jetons partout. La gestion des déchets pose justement un problème. Faisons quand même un effort pour les utiliser quand il le faut et nous allons faire un effort pour qu'ils puissent être gérés comme déchets comme il se doit. Après avoir rompu un tout petit peu notre petite distraction, s'il y en a été une ou une autre froideur, à l'essentiel de ce qui a été prévu aujourd'hui. Alors, quelques définitions. Ici, s'il nous plaît, on va partir des définitions parce que c'est très important. Je crois que ceux qui sont francophones disent qu'ils se conçoit clairement, s'annonce aisément, c'est ça? Non, qui se conçoit bien, s'annonce clairement, les mots pour le dire arrivent aisément. Donc, qui se conçoit bien, s'annonce clairement, et les mots, justement, pour le dire, arrivent aisément. Vocabulaire très important. Alors, on dit que la science, c'est un ensemble cohérent de connaissances relatives à une certaine catégorie de faits, d'objets, de phénomènes. Mais j'aurais aimé la suivante qui vient, qui nous dit l'étude systématique de la structure, du comportement du monde physique, naturel, par l'observation, l'expérimentation, la vérification des théories par rapport aux preuves obtenues. Ah, on comprend tout de suite que la PCI, en tant que science, devra être, si on l'appelle science, elle devra aussi être basée sur des évidences qui sont prouvées et éprouvées. On va voir si cela est le cas, parce que ce n'est pas ma grand-mère m'a dit, mon grand, mais on a des bases. Alors on dit que c'est chacune des branches d'une connaissance, ou de la connaissance plutôt, du savoir, les sciences mathématiques par exemple. Et en littéraire, vous savez ce que l'on dit, c'est la connaissance approfondie d'un domaine quelconque, acquise par la réflexion ou l'expérience, la science du cœur humain. On a aussi de la science par rapport à la prévention et le contrôle des infections. Alors, ça, c'est une chose assez intéressante quand on dit qu'il y a eu une réflexion, il y a eu de l'expérience et la connaissance est approfondie. C'est pour cela qu'il y aura la recherche qui va pouvoir rentrer dans la PCI et on verra qu'il y a bien des choses qui doivent être substantiées par des données et qui nous permettraient de pouvoir avancer. Ça, c'est très important. D'où la recherche et des gens qui sont dédiés spécifiquement ou dont leurs activités sont dédiées spécifiquement à ce travail qu'on appelle PCI, prévention et contrôle des infections. Vous me prêterez toujours l'opportunité de ne pas dire wash, 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 qui est water, hygiene and sanitation. Wash, water, sanitation and hygiene. Ça veut dire l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Vous comprenez tout de suite que quand on combine les deux, on ne peut pas faire la PCI sans l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Cette composante ou bien cette combinaison nous permet de pouvoir nous dire, OK, donc déjà là, on peut aller vers le domaine de la santé publique. On va assainir le milieu qui peut être hospitalier, ça peut être le milieu extérieur, ça peut être notre environnement, on en parlera, on verra ça plus tard. Alors, on dit aussi que les sciences, maintenant au pluriel, là c'était sciences singulier, 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 au pluriel on dit c'est des disciplines ayant pour objet l'étude des faits. Et là-bas aussi des relations vérifiables. On dit des disciplines scolaires, universitaires, comprenant la physique, la chimie, les mathématiques, la biologie, les sciences de la Terre, par opposition aux lettres hein, et aux sciences humaines. Qu'à cela ne tienne, c'est beaucoup de théories, tout ça, on va aller à des choses beaucoup plus pratiques. Quand on parle ici de discipline, quand on parle ici d'école, ça veut dire qu'il y a une phase à suivre. Et dans la PCI, on demande qu'il y ait une formation pré-emploi et puis la formation continue pendant l'emploi. Pre-service training and in-service training. C'est des choses très importantes. Donc, de cette façon, on va asseoir des pratiques, on va asseoir un changement de comportement parce que on s'est exercé, on a été formé, on apporte, et dans une approche multimodale, on va en parler tout à l'heure, ce que c'est par rapport à cette approche multimodale.
Alors, parlons un tout petit peu, on parle des sciences cliniques. Ça, c'est très important. On dit que la science clinique est un domaine multidisciplinaire. Ça commence à approcher et ça fait vraiment du bien. Et on dit qu'il combine les connaissances scientifiques, les méthodologies de recherche, on dit, et la pratique clinique pour améliorer les soins des patients. Dans la clinique, on voit tout ce qu'on fait au lit du patient, à côté du patient. Et on dit que cela pour améliorer les résultats des soins de santé. Ça, c'est assez intéressant, non? Parce que la PCI va aussi faire un tout petit peu la même chose pour pouvoir améliorer les soins du patient. On entre dans la qualité des soins. Et ceci est très important quand on a un hôpital, en Europe par exemple, quand on a un hôpital qui reçoit des aides médicales et que l'on voit que par rapport à la prévention, contrôle vous avez beaucoup d'infections associées aux soins dans cet hôpital, il y a des couvertures santé des malades qui peuvent se retirer tout simplement parce que la qualité des soins n'est pas bonne. Et ça, c'est des choses à savoir, c'est des choses à installer. Ça fait partie des indicateurs de performance. On voudrait bien vous coter, vous voulez bien travailler avec une aide médicale quelconque. Ce niveau de PCI doit être requis de façon à ce que les patients qu'on vous prête, pas, je m'excuse du mot, qu'on vous prête ou qu'on nous prête, puissent être des personnes qui puissent être sécurisées. Et on verra l'objectif de la PCI. Donc, on dit ici, on va pouvoir appliquer aussi dans tout ça des principes scientifiques pour diagnostiquer. On parle de prévenir, de traiter les maladies. Rappelez-vous que pour diagnostiquer, le laboratoire va nous être d'un appui très important. Même le laboratoire va nous servir dans la surveillance des infections. Le laboratoire va nous servir de sentinelle par rapport à la surveillance ici des infections associées aux soins, même des infections tout court. Et cela est très important parce que ce que nous faisons comme intervention doit être évalué de temps à autre. Et ceci est très important pour que nous puissions regarder si ça s'améliore ou ça ne s'améliore pas. Chers collègues, c'est beaucoup de français. Mais le français ici que nous parlons, que nous disions, vaut la peine parce que quand les définitions sont là, nous nous sommes situés, même à un apprenant, nous pouvons dire, mais regardez, est-ce que ceci répond-il justement à la définition de ce qu'est la science que nous faisons? Parce qu'à ce moment-là, on se remet en question et on essaie de pouvoir évoluer. Mais alors, la santé publique. Voyez-vous, on a parlé des sciences, on a parlé des sciences cliniques. Vous avez vu dans les différentes histoires de quelques petites illustrations, essayer de toucher ce qu'est la PCS, ses connexions justement avec la clinique. Et puis, par rapport à la santé publique, voyons voir un peu. Qu'est-ce que cela représente? Eh bien, la santé publique est une étude d'une part des déterminants physiques, psychosociaux et socioculturels de la santé de la population, et d'autre part, des actions en vue d'améliorer la santé de la population. Vous allez voir que le focus ici, c'est beaucoup plus sur la population plutôt que sur l'individu. Mais cela ne veut pas dire que l'individu n'est pas au centre. On dit que c'est aussi des activités organisées dans la société et visant à promouvoir, à protéger, à améliorer et, le cas échéant, à rétablir la santé des personnes, des groupes et des populations entières. Alors, on va parler de la dernière partie là qui semble être un peu lourde, des groupes et des populations. On a une épidémie de rougeole, on a une épidémie de choléra. Ça frappe cette population-là. Les mesures qu'on va mettre là-bas pour pouvoir prévenir, les mesures qu'on va mettre également pour pouvoir éviter à ce que le nombre ne puisse être très grand, l'exemple est simple, la vaccination. La vaccination fait partie du contrôle des infections. Cette vaccination est une mesure de santé publique pour protéger la population, mais également l'administration de certains médicaments permet de contenir, parce qu'on dit prévention et contrôle. On prévient ce qui n'est pas encore arrivé et on contrôle une infection qui est déjà là afin qu'elle ne puisse pas se propager. Et si elle se trouve chez un patient, on fait de façon à ce qu'on puisse en éviter des séquelles ou même en éviter la mort. Voyez-vous que on a une bonne combinaison entre la santé publique. Un, quand on regarde tout simplement la PCI dans son volet santé publique et quand on la regarde dans le volet clinique. Et ceci est très important. Je ne peux que donner une petite illustration, l'hygiène des mains. Quand on entre à l'hôpital, on fait l'hygiène des mains. Quand on doit en sortir, ça veut dire quand je fais une visite ou quand je vais travailler, je fais l'hygiène des mains.
avant d'entrer, afin que je ne puisse pas amener ceux du dehors à l'intérieur et en ressortant, que je ne puisse pas ramener ceux du dedans vers la communauté. D'où je protège ma famille, je protège moi-même, je protège aussi toute la communauté. Cela étant dit, que pouvons-nous dire? Il y a une bonne réalité qui commence à naître, qui est née depuis des années 2000. Justement, on parle de One Health, une seule santé. Et ici, on va appliquer cela à l'ensemble des populations animales, végétales, mais également les populations humaines, comme on dit là, et leur interconnexion avec l'environnement. C'est une approche plus globale de la santé, notamment publique. Et je sais que très peu de gens en parlent, même dans certains pays, mais c'est de plus en plus en vogue. Beaucoup de PhD, beaucoup de masters qui sont maintenant promus par rapport à la santé unique ou la santé plutôt une seule santé. Mais la collaboration entre les vétérinaires et les médecins reste un problème. Les médecins humains, permettez-moi de le dire, reste un problème. On y reviendra, d'autant plus on a le plaisir, la grâce d'avoir ici à cette messe de cet après-midi un vétérinaire avec nous. Et c'est une chose dans laquelle on pourra entrer dans le débat pour essayer de voir justement par rapport à Mpox qui est là. On regarde dans tous les programmes, même quand les gens se réunissent, eh bien, le laboratoire vétérinaire est très peu impliqué. Ou s'il est impliqué, eh bien, c'est juste légèrement. Quelles sont les réunions qui se tiennent? Pas grand-chose. Alors que nous, cette collaboration intersectorielle, dans cette collaboration multidisciplinaire, pour pouvoir justement ici entrer dans une chose assez intéressante, et c'est là qu'un de mes profs qui est ici sur la plateforme pourrait encore être plus intéressé, parler des maladies émergentes et des maladies re-émergentes. Comment allons-nous prévenir? Comment allons-nous nous protéger avec toutes les études qui sont aujourd'hui autour de tous ces aspects-là? J'éviterai de citer des gros mots qui sont assez des mots chéris et qui parlent des laboratoires, on parle des biotomes, on parle de... Je crois que lui-même, il pourra en parler s'il est encore sur la plateforme. C'est assez intéressant. Donc, la santé publique va mettre un accent sur la prévention, beaucoup plus plutôt que sur les traitements curatifs. La santé publique va faire une approche de population plutôt qu'individuelle, et cela par rapport aux problèmes de santé. Et si vous vous rendez compte, la santé publique, elle va pouvoir exiger ici qu'on puisse faire une jonction, on puisse faire une adjonction des compétences qui relèvent des sciences humaines, des sciences sociales, notamment même de la sociologie, du droit. Quand on fait ici les aspects de santé publique, et certains collègues sont là, qui ont fait également l'économie de la santé, vous avez ceux-là qui parlent des droits du malade. On va pousser plus loin jusqu'au niveau de l'éthique afin de pouvoir protéger ces patients. Mais durant la COVID-19, n'avons-nous pas eu une négligence sérieuse de l'aspect psychologique du personnel soignant qui a été esquinté, fatigué et probablement la qualité des soins va être difficile à assurer. Dans l'une des composantes PCI, d'un programme PCI efficace, on parle justement de workload. On va regarder justement le personnel, le ratio entre le nombre de malades et justement le nombre de personnels soignants. Un médecin qui reçoit 200 malades par jour, et on se posera la question quelle est la qualité des soins qu'il est en train d'administrer. Et on a les aspects santé publique, la redistribution des médecins partout là, parce que ce médecin peut facilement, cet infirmier peut facilement transmettre les infections d'une personne à l'autre, alors qu'on est en clinique là-bas. Mais puisque le ratio n'est pas traité, si on n'a pas été très bien fait, il se trouve surchargé, lui-même il est esquinté, fatigué. Sa santé mentale, ça coûte cher de pouvoir former un personnel de santé. Un professionnel de santé, ça coûte très cher. Alors, donc la santé publique, vous entendrez ailleurs aussi, on va l'appeler la médecine communautaire. Vous voyez, quand on pose médecine à santé publique, eh bien, c'est tout simplement dans les aspects d'abord anciens, donc aborder des approches anciennes, mais on parle de médecine, médecine communautaire comme santé publique. Alors, la PCI, nous allons en parler maintenant un tout petit peu. Comment est-ce qu'on la définit? Nous allons voir que dans tout ce qu'on a dit de la médecine, dans tout ce qu'on a dit de la santé publique, dans tout ce qu'on a dit de la science et de la science clinique, eh bien, les éléments vont se retrouver ici. Un aperçu de la PCI en tant que programme de santé publique. Eh bien, on dit que c'est une approche scientifique. Donc, on a les évidences, on a la recherche,
On a la systématique de la réflexion. On a la systématique de la découverte des choses pour asseoir les évidences, avec des solutions pratiques qui sont conçues pour pouvoir prévenir les dommages causés par les infections aux patients et aux agents de santé. Et on dit qu'elle est fondée sur les principes des maladies infectieuses. Ces maladies infectieuses, vous avez le volet public, vous avez le volet santé publique et le volet clinique à l'hôpital, dans dans une formation sanitaire. Vous avez également de l'épidémiologie, grande composante de la santé publique, distribution, déterminants, les facteurs de la distribution, des déterminants de la santé et tout ça. Donc, vous voyez qu'on est guidé. La surveillance guide la surveillance épidémiologique, guide la PCI dans la prise de certaines actions. Et c'est important. Alors, on dit des sciences sociales, on va faire un effort pour savoir que cette communauté-là, quand on va aller l'aborder, on va aller parler de Ebola, on va aller parler de désinfection des ménages, mais s'il n'y a pas des gens qui vont leur parler avant, s'il n'y a pas ceux-là qui connaissent la science de la communication communautaire, en incluant les leaders qui ne vont pas leur parler avant, la santé publique dit, c'est qu'on fait sans moi et contre moi. Donc, en allant dans la communauté, que ce soit dans les soins de santé, nous devons essayer de pouvoir tenir compte de justement cette notion des sciences sociales qui nous permettrait de pouvoir ouvrir un chemin à la PCI pour que les et que les comportements puissent être des comportements qui sont modifiés et on a une nouvelle nature dans la personne qui va pouvoir se comporter différemment par rapport à tout ce qu'elle a été avant, afin qu'elle ne se mette pas à risque et ne mette pas à risque la population. Et vous voyez que tout ceci est dans l'optique de renforcement des systèmes de santé. Et ceci est ancré dans la sécurité des patients, la qualité des services de santé. Bref, le but de la PCI va être de se protéger soi-même comme personnel de santé, de protéger les patients, de protéger également les communautés. Vous voyez que cette gymnastique que nous avons faite de va-et-vient, essaie de ramasser les caractéristiques de la PCI. Je vous avais déjà demandé de pouvoir nous prêter l'absence du mot wash, hein, eau, hygiène et assainissement, qui est toujours en train d'accompagner justement, comme vous connaissez, la complicité entre le sodium et l'eau. Cela étant, voici les composantes principales. Je crois que pour ceux qui connaissent un peu l'anglais, nous allons essayer de pouvoir parler assez rapidement. Voici un programme PCI qui a plusieurs connexions avec tous les autres programmes de santé publique. Par exemple, le programme de lutte contre la tuberculose, le programme de lutte contre les chikungunya, de lutte contre, je ne sais pas quel autre patient, contre la lèpre, tous ces programmes, santé maternelle et infantile, on va voir que la PCI va avoir des relations transversales avec tout le monde. Ça se coupe par là et elle traverse tous les autres programmes. Il faut qu'il y ait des liens de collaboration, de manière à ce que si c'est un programme, par exemple, de chirurgie contre les pieds beaux, si par exemple c'est un programme, par exemple, de santé maternelle et infantile, on regarde la PCI, quelles sont les composantes et les contributions des PCI. Je vais rentrer ici sur les lignes directrices. Les composantes qui sont au nombre de 8, vous allez voir qu'il y en a qui sont au niveau central, il y en a qui sont au niveau opérationnel, hein, donc au niveau aussi donc, des formations sanitaires. Et très vite, nous allons pouvoir le dire. Alors, il faudra former les gens, il faudra entraîner les gens. C'est là que Education and Training. Et puis, nous avons la surveillance des infections associées aux soins qui viennent, telle que nous la voyons là au milieu. Je vais essayer de prendre l'indicateur, le pointeur. J'espère que je pourrai le retrouver rapidement. Qu'à cela ne tienne, je crois que l'un ou l'autre, oh, pardon, l'un ou l'autre, nous sommes en train de le voir. Et puis, nous avons le monitorage, monitoring, l'évaluation, bien sûr, les audits et le feedback. Quand on prend l'hygiène des mains, tout simplement l'hygiène des mains, on va faire un effort pour regarder, OK, quel est le niveau, par exemple, où les gens ont cette compliance avec l'hygiène des mains. Comme on connaît les 5 moments d'hygiène des mains, on va pouvoir adresser un questionnaire d'audit, on va observer les gens, on remplit, et puis on va calculer, on va rentrer pour dire aux gens, ah, vous savez, la catégorie des médecins, voici comment est-ce qu'elle, par rapport à l'hygiène des mains, se comporte. Les 5 moments d'hygiène des mains avant de toucher les patients, ou après avoir touché les patients, ou bien après avoir touché l'environnement du patient.
avant de pouvoir procéder à un acte aseptique ou procéder à un acte aseptique, après avoir pris le risque de s'exposer au liquide biologique. Donc, vous voyez ce genre de choses, nous faisons un audit, nous donnons le feedback pour que les gens regardent là où ils sont arrivés et puis on va rentrer pour pouvoir améliorer. Alors, il y a aussi des éléments qui nous permettent de pouvoir améliorer tout notre environnement tel que les choses se passent. C'est quoi, par exemple, pour appuyer là-bas? Nous avons, par exemple, comme j'avais dit, le nombre du personnel soignant qui est là. L'occupation de lit. Le taux d'occupation de lit, vous pouvez avoir dans certaines institutions où vous avez 2 patients par lit. Vous avez même des patients, 3 patients par lit. Les patients même dorment avec leurs propres accompagnants. Toutes ces choses peuvent faire que nous puissions avoir un débordement qui puisse avoir donné les difficultés de pouvoir réaliser la PCI. Mais l'environnement bâti est aussi très important, que nous puissions essayer de l'arranger. Parce que si les surfaces ne sont pas nettoyables, on aura difficile à les nettoyer et les désinfecter. Et là, tout ce dont on parle ici, l'occupation des lits, nous avons parlé également de l'environnement bâti. Nous avons parlé du matériel et des équipements. Dans le centre, au bas, là où nous avons du mauve, vous vous rendrez compte tout de suite là que ces éléments sont des éléments que nous avons au niveau des formations sanitaires. Ça, c'est très spécifique au niveau sanitaire. Alors que vous avez toutes les autres composantes qu'on a citées, en dehors de celles-là, les autres peuvent être au niveau central et nous pouvons y travailler. Mais tout ceci, pour arriver à asseoir cette culture, on doit utiliser la stratégie multimodale. On ne va pas l'expliquer aujourd'hui, je crois que nous l'avions promis, nous devons prendre la stratégie multimodale de l'hygiène demain qui a été que nous puissions rentrer montrer comment est-ce que tout ceci se combine. Ce cercle nous dit tout. Lorsque nous faisons la surveillance, nous pouvons le faire avec le laboratoire. Nous pouvons faire avec la surveillance ordinaire que nous faisons au niveau des communautés. Et cela nous rapporte des données qui nous permettent justement de pouvoir fournir quelque chose. Donc, on travaille déjà là-bas au niveau de la santé publique, mais au niveau clinique, quand on parle des guidelines qui sont les lignes directrices, et on associe à cela les SOP, les Standard Operational Procedures, que nous appelons en français les procédures opérationnelles standards, c'est des choses qui nous aident à pouvoir justement améliorer nos prestations cliniques. Je donne un exemple tout simplement. Pour pouvoir utiliser un cathéter urinaire, qu'est-ce que le personnel de santé doit faire? En PCI, il y a des préalables là-dedans, des compétences que quelqu'un doit développer par rapport à ça, afin de pouvoir ne pas exposer ce patient-là, justement, pour une infection que lui amène. Pendant combien de temps un cathéter urinaire doit rester à demeure? Donc, la PCI accompagne les uns les autres par rapport aux études qui ont été faites pour que chacun puisse connaître que voici, on place une sonde à demeure pendant autant de temps, on peut la changer après autant de temps. Et ceci est très important. Nous y reviendrons un autre jour quand nous allons nous occuper principalement de ces aspects-là. Mais on peut aller très vite, d'abord dans cet aspect de théorie, pour pouvoir améliorer. Alors, je disais que ces principales composantes, le programme PCI dont on a parlé, les lignes directrices, l'éducation et la formation PCI, la surveillance des infections associées aux soins, la stratégie multimodale, le monitoring, l'audit donc des pratiques PCI, le feedback et le contrôle des activités peuvent être cotés. Nous allons les évaluer avec un outil. Nous avons par exemple l'outil IP4 qu'on appelle Infection Prevention Assessment Tool Version 2. C'est pour cela que ça fait IP A, donc IP 4.2, IP, C, qui est Infection Prevention and Control, A, Assessment, T, c'est Tool, 2, version 2. Ça nous donne, par exemple, des pourcentages que nous avons ici. Quand on a fait une première évaluation maintenant, on peut faire une deuxième évaluation après autant de temps et comparer justement les pourcentages pour voir si nous sommes améliorés après avoir mis des actions correctrices et un programme, un plan d'amélioration opérationnelle qui nous permet à ce moment-là de pouvoir améliorer. Ça, c'est très important, chers collègues, que on a des statistiques qui doivent être utilisées. Les statistiques vont guider la pratique. Donc, la PCI telle que vous la voyez là, nous faisons au niveau clinique, nous avons aussi les composantes santé publique qui sont là-dedans. Donc, les deux sciences se marient en une seule et la PCI revêt les deux. Alors, je vous donne par exemple, ça c'est l'évaluation de toute la formation. L'outil, par exemple, a comment est-ce que nous évaluons la formation au niveau, par exemple, du programme PCI. Ici, on dit ça permet de pouvoir soutenir l'éducation
et la formation PCI au niveau des établissements. Nous sommes au niveau des établissements. Qu'est-ce qui a été prévu? Par exemple, est-ce qu'on a un programme national qui fournit des conseils, des recommandations pour la formation continue au niveau des établissements? C'est là à quelle fréquence? Est-ce qu'on a l'expertise requise pour ça? Est-ce que les exigences pour l'orientation de nouveaux employés, un nouvel employé qui vient, une nouvelle recrue, elle doit pouvoir subir, j'allais dire, bénéficier d'une formation qui lui permet de pouvoir savoir ce que l'on attend d'elle et ce qu'on lui donne des outils pour qu'elle puisse se protéger elle. Et on donne une formation avant d'entrer. Alors, je disais que nous allons pouvoir, justement, avec l'outil IP4.2, essayer de répondre par yes ou non. C'est pour cela que vous voyez là-bas Y. Et puis, les commentaires qui nous disent ce qui n'est pas fait régulièrement. Et puis, on va se dire, on va pouvoir améliorer. Et puis, nous avons des vérificateurs qui nous donnent quels sont les éléments qui nous permettront de vérifier. Ce n'est pas parce que les gens parlent qu'ils font ça. Non, on regarde, montrez-nous. Est-ce que vous avez des outils? Quel est le programme de formation que vous avez, nous permet de pouvoir évoluer. Et quand, par exemple, c'est un nom, l'outil ici, qui est là, qui a été développé par l'OMS, quand c'est un nom, vous voyez la couleur change. Vous met déjà en alerte. Alors, par exemple, là où c'est en rouge, on dit le programme provincial national PCI fournit du contenu ou un soutien pour la formation des personnels de santé PCI afin de soutenir le développement de leurs compétences. Mais ce sera quelles compétences que l'on recherche là-bas? On en parlera plus loin. Et donc le développement d'un cheminement de carrière en PCI. Donc, c'est des éléments très importants dont on a besoin. C'est la clinique, vous voyez, non? Quelqu'un qui vient, c'est un infirmier. Quelqu'un qui vient, c'est un étudiant. Quelqu'un qui vient, c'est un médecin. Et nous avons à former toutes ces personnes. C'est un psychologue qui va entrer dans le système pour aller travailler dans un hôpital. Nous devons essayer de pouvoir l'aider afin qu'il puisse cheminer de cette façon. Donc, c'est des éléments très importants, chers collègues, qui nous permettraient de pouvoir avancer et qui nous feront absolument gagner. Chers collègues, on va pouvoir pousser encore plus loin pour dire que nous allons mettre un plan d'amélioration en fonction de toute cette évaluation que nous avons. Nous n'avons pris qu'un seul volet, hein. Vous avez vu les composantes qu'il y en a là-bas, qu'il y en a là, 8. Nous n'avons pris qu'un seul volet. Mais nous pouvons prendre chaque volet, l'ouvrir et le développer ici. On va peut-être continuer avec justement le programme ici de formation. Est-ce que les programmes provinciaux nationaux sont élaborés, hein, en collaboration avec les universités? Cela, c'est très important. Est-ce que nous avons des cours pré-universitaires qui sont donnés? Cela permet d'asseoir cette compétence dans les gens pendant leur formation, quand ils sont encore sur le banc de l'école. Quelle est la composante PCI que nous allons mettre pour les infirmiers, pour les étudiants de troisième doctorat, pour les étudiants de deuxième infirmerie? Et les niveaux d'infirmiers, vous connaissez qu'il y en a variés. Qu'est-ce que nous allons mettre là-dedans? Est-ce que au 3, 2, 3, ici on dit, est-ce que les programmes provinciaux nationaux sont informés par les programmes ou les réseaux internationaux qui sont adaptés et tout cela est aussi adapté aux besoins et aux ressources locales? Je m'excuse. Nous avons l'OMS, nous avons par exemple MSF, nous avons par exemple SCPCI. Est-ce que tout ce qu'on fait, le réseau africain, hein, pour la prévention et le contrôle des infections, est-ce que nous avons ces contributions-là qui sont amenées? On va aller au tout dernier. 3, 2, 5. La formation PCI est intégrée à la formation continue des professionnels de santé en médecine et aux infirmiers ainsi qu'aux paramédicaux. Ça veut dire que nous pouvons nous dire, par exemple, il y a nous avons trouvé la faiblesse dans ceci, on va pouvoir former et augmenter la capacité et les compétences de notre personnel là. Vous voyez comment c'est une science, non? Et cette science, on étudie, on améliore, on adapte par rapport aux conditions locales. Par rapport à la mise en œuvre, par exemple, les outils de formation normalisés sont conformes aux directives provinciales. Nous sommes au niveau, par exemple, de la formation sanitaire où on peut être à tout autre niveau. Est-ce que cela suit tout cela? La formation, je vais au 3, 4, 2. La formation provinciale sur la PCI contient des paquets pour promouvoir l'utilisation d'une stratégie participative et sûre
et les tâches. Ça veut dire qu'on ne vient pas seulement pour verbiller et donner, donner. Les gens doivent être participatifs. Eux-mêmes, on peut mettre une équipe, on se dit par exemple en chirurgie, nous allons par exemple mettre des champions PCI ou qu'on appelle par exemple les Link PCI, Link Nurses. Vous avez quelqu'un qui les chapeaute. À tour de rôle, vous avez par exemple autour d'un shift, je parle ici d'un trait 1, trait de pouvoir entraîner les gens par rapport à l'hygiène des mains. Il y a des questions qui vont être posées. On a déjà mis des affiches là-bas. On pose la question aux gens. Donnez-nous par exemple, pour ce qui est de l'hygiène de main, est-ce que vous pouvez nous parler des 5 moments d'hygiène des mains? Et la personne expose sur l'hygiène. Est-ce que vous pouvez exposer, nous parler par exemple des moyens pour faire l'hygiène des mains? Nous démontrer la technique d'hygiène des mains. Ouais, c'est une équipe qui va pouvoir s'entraîner là-bas. Ils vont prendre plaisir à ça. Ils en font une seconde nature. Ça donne du plaisir et on avance. On est en train de renforcer les uns et les autres. D'où soutenir cette PCI, par exemple, au niveau de la formation, de l'éducation, est un aspect qui est pour aborder euh, la formation PCI. Je crois que ça a déjà été, par exemple, avec des techniques de simulation. Vous voyez, on nous dit, il faudra que nous puissions faire des simulations. Comme ça, les gens vont être plus forts. On va utiliser la stratégie multimodale. Ici, je vais très vite dire pour l'hygiène des mains ce qui a été beau. Vous voyez, on ne vient pas seulement prêcher aux gens. On va modifier l'environnement. On va pouvoir modifier tout cet environnement. Comment? On met des stations d'hygiène des mains. Quand quelqu'un voit une station d'hygiène des mains, on met une affiche. Une affiche va rappeler à quelqu'un. Voici, il faut faire l'hygiène des mains. Même à son lieu de service, à l'intérieur où il est, il administre les soins, il a une affiche pour les 5 moments d'hygiène des mains. Il a une affiche qui est placée au niveau de la station d'hygiène des mains. Rappelez-vous qu'il y a des équipements à donner. Qu'est-ce que nous allons utiliser pour l'hygiène des mains? OK. Si nous devons utiliser des solutions à base ou des solutions hydroalcooliques, nous allons pouvoir les mettre sur ces stations-là. On met dans les environs où on donne les soins. On peut être dans une unité de néonatologie. Avant de passer d'un incubateur à un autre, nous avons notre bouteille qui est là, ou nous avons notre station parce qu'il faut aussi avoir une source d'eau. Quand on disait pendant longtemps cela, nos mains deviennent collantes, les personnes vont pouvoir utiliser en ce moment-là l'eau et le savon pour pouvoir dégager toutes les graisses qu'il y a, tout le film sale qui est autour, afin de pouvoir rentrer réutiliser aussi. Nous rappelons que ce que nous utilisons comme solution hydroalcoolique doit respecter aussi les normes de fabrication. On a vu durant la COVID qu'on a eu beaucoup de glycérine là-dedans. Ça devient huileux et les gens vont utiliser cette solution qui a de la glycérine pour le nettoyage des surfaces. Non, ça va déposer un film au fil du temps. Il faudra nettoyer ce film et le dégager sur les surfaces. On n'utilise pas celle-là pour les surfaces. On utilise une autre solution d'alcool plutôt que celle qui a beaucoup de glycérine là-dedans, qui est un émollient. Ça permet de pouvoir justement rendre les mains moites ou j'allais dire humides un tout petit peu plutôt que de les assécher parce que l'alcool sans de la glycérine va pouvoir assécher les mains. Je donne juste un exemple pour vous montrer à quel degré on va jusqu'à l'industrie, la qualité des produits qui sont amenés. Donc, la PCI s'inscrit dans une science, dans la collaboration avec d'autres sciences. Donc, je disais que ceci est très important. La stratégie multimodale, nous modifions l'environnement. Et puis, nous allons pouvoir venir avec le papier là de l'enquête régulière que nous allons faire, régulière, où nous mettons les personnels, on fait l'observation de l'hygiène des mains et puis on fait le feedback et tout ça. Vous voyez, toute cette stratégie multimodale va nous permettre de pouvoir améliorer les éléments. On n'utilise pas une seule modalité ou seulement deux. En ce moment-là, ça ne va pas être efficace. Les gens vont pouvoir oublier rapidement. Plusieurs modalités doivent être utilisées pour pouvoir justement, comme un paquet qui entre dans le changement. Je crois qu'on pourrait à ce moment-là avancer très vite. Alors, j'avais parlé des compétences. Quelles sont les compétences PCI qu'on développe? Rappelez-vous que quelqu'un qui fait la PCI doit être un leader, capable d'impacter sur les autres. Parce que s'il n'est pas un leader, s'il n'a pas cette force en lui de connaissance qui lui permet de pouvoir démontrer auprès des autres, de conduire les troupes, ça ne va pas marcher. Le premier cas de COVID qui est arrivé à Kinshasa, j'y étais de passage et c'était à un des hôpitaux à Kinshasa.
Il y a du personnel poudre d'escampette. Évidemment, c'est prouvé par les recherches que quand quelqu'un était formé en PCI, il a eu un training à PCI, qu'il soit infirmier ou médecin, il a de la confiance. Même quand il y a une chose qu'il ignore, il va mettre les précautions standards, il va mettre les précautions additionnelles. Cela lui permet déjà de réduire le risque. Mais quand il ne connaît pas ça, il va fuir. Et les équipements de protection individuelle qu'il utilise, s'il ne les connaît pas, il va pouvoir les surutiliser ou mal les utiliser. Et lors du déshabillage, lors de l'enlèvement de ces équipements de protection individuelle, il s'expose à beaucoup plus de risques d'infection. Donc, il doit avoir un leadership. Je disais que cette personne doit avoir un peu de notions autour de l'environnement bâti, de façon à ce que si un environnement n'est pas bien bâti là-bas, il y a par exemple des cracks, on appelle ça comment, des fissures, la personne va dire, OK, ces fissures vont pouvoir retenir des mauvaises choses, changer cette surface. Et même cette surface où le carreau s'est cassé, un personnel peut trébucher et se fracturer. La microbiologie de base, on donne les idées, on forme quelqu'un pour qu'il puisse connaître cette microbiologie de base afin de pouvoir savoir qu'OK, le laboratoire nous a ramené ceci, OK, ce germe se transmet par telle voie, par telle autre voie. Ici, dans notre monde, où nous nous au service de chirurgie, il faudra connaître que l'écologie que nous avons, c'est ça, 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 ça. Et l'écologie qu'on a dans notre province, c'est ça, 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 ça. Vous voyez les notions de santé publique qui nous permettent de pouvoir regarder dans la pratique. D'ailleurs, même quand on fait une prescription d'antibiotiques probabilistes, là où nous avons des difficultés de ne pas avoir le labo, c'est par rapport à toute cette écologie. On regarde l'enfant, on dit, OK, de tel âge, quand on a ceci, on pense beaucoup plus à ça. Mais ceci, ça doit être viral, beaucoup plus viral que bactérien, plutôt que de pouvoir utiliser un antibiotique, donnons la chance de traiter symptomatiquement et voir comment ça va évoluer. Dans l'entretemps, on fait des prélèvements, on envoie de l'autre côté. C'est ainsi qu'on parle de la prévention et de la résistance aux antimicrobiens, avec les aspects d'utilisation, par exemple, des probiotiques qui permettent d'équilibrer de fois la flore bactérienne pour ne pas donner tout le temps des antibiotiques. Il ne faut pas. Regardez, c'est la prévention et le contrôle des infections, hein, pour éviter l'usage des antibiotiques. Et notre antibiothérapie devrait être guidée. Collaboration entre le pharmacien et les cliniciens et la personne PCI. Dites-nous, quels sont les antibiotiques qui sont les plus utilisés à la pharmacie? Pour quelle indication est-ce qu'ils ont été prescrits? Nous allons dans les fiches et nous regardons est-ce que ça répond à ça, oui ou non. Abondamment de la surveillance des infections nosocomiales. Mais du côté des précautions standards, dans la clinique, chacun doit les connaître. Des précautions standards, notamment l'hygiène respiratoire, notamment l'hygiène des mains, notamment justement la stérilisation, le retraitement des équipements qui sont utilisés chez les patients. Ceci est très important, la gestion des déchets. Et tout ça, la personne doit les connaître. Les précautions basées sur la transmission, c'est dans la PCI, celui qui est en clinique là, sur le mode de transmission. Ça, par exemple, c'est un mode contact. Celui-ci, c'est un mode, par exemple, avec gouttelette, disons aérien, que vous connaissez très bien, où vous pouvez avoir gouttelette ou même avec aérosol. Parce que quand on tousse, eh bien, toutes ces particules-là sont combinées entre elles. Et c'est des choses très importantes à connaître. La décontamination et le traitement des dispositifs, j'en ai déjà parlé. La prévention des bactériémies associées au cathéter. Ça, c'est très important. La prévention des infections des voies urinaires associées au cathéter. C'est à la clinique que l'on fait ça. Et nous devons avoir des SOP, des procédures opératoires standards qui permettent à ce que les gens sont formés là-dedans. Ça va leur permettre de réduire le risque et d'exposer. La pneumonie que nous avons, qui est associée par exemple à la ventilation, c'est des choses très importantes. Nous mettons beaucoup pour oxygéner les uns et les autres. La PCI travaille avec ça au niveau de la clinique. Et les gens doivent être capables des recherches qui sont connues. La prévention et la gestion des épidémies liées aux soins de santé. C'est très important. Nous avons Ebola qui existe quelque part. Nous nous disons, nous avons reçu un patient ici. Nous ne connaissons pas ce qu'il peut avoir eu. Mais lorsque nous déchargeons ce patient, nous le libérons. Il part, par exemple, il est soigné, guéri. Qui est-ce qui nettoie? Ici, nous avons le nettoyage terminal et la désinfection. Un patient peut être décédé ou il a été justement libéré parce qu'il est guéri ou transféré dans un autre service. Est-ce que nous apprêtons cet environnement pour qu'un autre patient vienne et qu'il ne soit pas exposé à des risques que l'autre patient a laissés ou que nous-mêmes, personnels de santé, nous avons laissés? J'aimerais aller très vite en parlant justement de l'éducation sur la prévention et le contrôle dont on a parlé.
compétences que quelqu'un doit avoir, les collègues qui sont autour. Parlons de la médecine du travail. Très brièvement, vous le savez très bien, dans certains pays qui sont très organisés, cela demande à ce que nous tous nous puissions aller par cette voie-là, que quand un personnel soignant est engagé, on dit par exemple, est-ce qu'il a eu ses vaccins contre le tétanos? Est-ce qu'il a eu son vaccin contre la rage, suivant l'épidémiologie? Est-ce qu'il a eu son vaccin contre l'hépatite? C'est des éléments que on regarde dans la carte et ça, c'est du côté des médecines du travail, on suit ça. Et il y a une collaboration entre la PCI et celui-là qui est en charge justement de la santé professionnelle. Ceci est très important. Courons très vite pour essayer de pouvoir chuter maintenant. Alors, je vais parler de quelques recherches. Eh bien, cette plage, je l'ai tirée de quand il nous avait été demandé de pouvoir parler de l'hygiène des mains. J'ai dit dans les pays où les ressources sont limitées, il y a quand même des recherches qui ont été faites, au Maroc notamment abondamment, autour par exemple de l'Artemisia mesantholica. Nous avons par exemple les Pastacia atlantica des. Ça a été fait dans les pays, en Algérie. Donc, ici, les pays africains, les pays européens, les pays asiatiques peuvent faire une collaboration et on peut faire cette collaboration pour savoir, OK, quelles sont les plantes que nous avons chez nous qui peuvent aussi servir à la composition des solutions, par exemple, qui peuvent être des solutions qui peuvent aider pour l'hygiène des mains. Donc, ces recherches sont très importantes à faire de façon à ce qu'on substancie ce que l'on veut faire pour pouvoir avancer du côté scientifique et dans la PCI. Alors, un exemple est là. Il y a eu cette recherche qui a été faite. Et on regarde, OK, évolution de la population bactérienne cutanée qui a été exprimée en nombre de colonies forming unit, donc des colonies formant unité, des unités formant colonie ou colonies formant unité. Bon, on a donné les différents produits à leur composition, à leur pourcentage, justement, et on regarde avant l'étude, le premier jour, le cinquième jour, on regarde les taux de réduction. Et ceci, c'est des choses assez importantes qui nous permettraient justement de regarder qu'est-ce qui agirait beaucoup plus mieux que l'autre. Une étude de 2002, quelqu'un peut faire aussi en fonction de ce qu'il faisait dans un autre pays. Et ça nous permet de pouvoir asseoir la recherche et surtout la recherche opérationnelle. On combine ce qui se fait en clinique avec ce qui se fait avec la recherche et on va remonter et les données vont pouvoir orienter les uns les autres. Ceux qui sont au laboratoire, à la routine, dans les labos aussi, nous avons des projets qui viennent de l'hôpital qui remontent vers ceux qui sont à la faculté, envoient aussi des étudiants au laboratoire pour qu'ils puissent être dans des projets de changement et de modification de beaucoup de choses. Voilà, je peux dire que merci pour votre attention. Ce que j'aimerais dire en conclusion, c'est ceci. Chacun d'entre nous s'est rendu compte qu'après ce verbiage très long, sans avoir montré les images des bus qui sont bondés et dans lesquels on expose les risques et dans lesquels le ministère des Transports doit être impliqué pour pouvoir réduire le risque de transmission dans les bus. Nous sommes dans la PCI communautaire. Sans avoir montré les images des aiguilles qui ont été jetées ou nous avons des blouses que nous avons utilisées ou même celles qui ont été utilisées par les professionnels de santé qui sont éparpillées, qui n'ont pas été incinérées, sans avoir montré que justement les potences que nous avons, les sparadraps que nous mettons sur les potences, sans avoir montré que les sparadraps que nous mettons sur les trolleys, on appelle ça des chariots, eh bien, sans avoir montré toutes ces images que nous avons qui sont très nombreuses et qui peuvent être choquantes, sans avoir montré des matelas qui sont déchirés, qui peuvent être des niches qui vont pouvoir retenir des niches écologiques pour beaucoup de germes, nous pouvons comprendre que la théorie, les simples définitions peuvent nous permettre de comprendre justement la PCI, c'est quoi? Science clinique ou de santé publique? Je vais m'arrêter par ici. Je crois que dans les interventions, on aura la réponse finale que chacun d'entre nous pourra donner. Merci beaucoup pour votre attention. Si j'étais très rapide, je m'en excuse et nous remettons la parole au modérateur. Merci, docteur Valérie, pour toutes ces informations. C'était intéressant. Je m'excuse s'il y a quelques vibrations. Apparemment, il doit y avoir des chantiers non loin de là où je suis. Donc, il y a quelques vibrations qui pourront interférer. Et c'était un plaisir pour nous de comprendre un peu ces, ces
comment la santé publique et la science et la PCI, comment tous ces trois domaines sont interconnectés et jouent un rôle dans l'amélioration de la santé globale. Alors, chers participants, nous ouvrons le micro. C'est lui qui a deux contributions qui va dans le même sens de la présentation d'aujourd'hui ou des évidences par rapport aux observations ou encore des évidences santé publique par rapport aux observations que nous avons eu à faire au cours de nos pratiques, au cours des études. Nous vous prions de lever les mains et on va vous accorder la parole avant que nous n'attaquions proprement dit les questions d'éclaircissement ou d'orientation. Merci. Celui qui a quelque chose à ajouter peut lever les mains. Oui. Quelqu'un a l'expérience à partager? Sinon, nous allons, docteur Valérie, commencer par prendre une préoccupation de M. Augustin, qui est au niveau de message. Il voudrait savoir quelle est la différence entre la prévention et contrôle de maladies, qui est une branche de l'épidémiologie, et la prévention et contrôle des infections, qui semble être une branche de la prévention et contrôle de maladies. Docteur Valérie, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? J'aime beaucoup cette question et la COVID nous a amené ça. La COVID nous a amené ça. Si nous nous sommes rendus compte pendant la COVID, il nous a été parlé, il nous a été évoqué des comorbidités. Alors, allons doucement chez une personne plutôt qui est exposée à la COVID. Nous avions des impacts très différents. Et vous vous rappelez très bien que si c'est une personne hypertendue, si c'est une personne diabétique, s'il y a une personne qui a d'autres maladies, eh bien, certaines maladies chroniques, eh bien, cela entraînait une aggravation de sa situation. Je crois que nous nous rappelons très bien de cela. De prévention. C'est que dans la lutte contre la, la COVID-19, il a été prévu que les agents de promotion de santé, les agents de santé en général, descendent dans les communautés, de façon à ce que aussi toutes les personnes qui sont, par exemple, plus âgées, des personnes, par exemple, qui ont des comorbidités, ces personnes-là puissent être mises en sécurité. Donc, on va faire un effort pour que ces personnes puissent être des personnes qui suivent leur traitement comme il se doit. On va faire un effort pour que les services où on administrait les soins là ne puissent pas être autant perturbés qu'ils l'ont été. C'est une leçon apprise de COVID. Nous jouons en ce moment-là dans les aspects de prévention. Les personnes qui sont obèses également étaient des personnes qui étaient très exposées à un risque de sévérité de COVID. Donc, du coup, quand on parle de prévention des maladies, on a tout un gros paquet, y compris les maladies transmissibles et les maladies non transmissibles. La PCI va jouer avec les pathologies non transmissibles, pardon, transmissibles, et elle va aussi avoir des composantes parce qu'il y a des personnes qui ont aussi des risques plus élevés d'aggravation et des risques de décès à cause de cela. Alors, la différence, la prévention de maladies, elle est plus grande que la prévention des infections. La prévention des infections va pouvoir traiter beaucoup plus de maladies transmissibles, donc infectieuses, alors que la prévention des maladies, en général, traitera aussi de celles-là qui ne sont pas transmissibles en termes d'infection. Donc, voilà la différence qu'il y a. Et il y a une intercollaboration avec ça. Je vous ai donné l'exemple seulement de la COVID-19, où, dans la continuité des services, comme maintenant dans Mpox également dans la continuité des services,
on doit faire un effort pour adresser les autres maladies pour qu'elles ne puissent pas tomber dans leur contrôle et dans le suivi, notamment le traitement, par exemple, de VIH qui a été affecté par la perturbation amenée par la COVID, le traitement de la tuberculose. La COVID a perturbé beaucoup et ça fait que l'équipe permet de pouvoir contrôler le tout. Nous travaillons tous en collaboration les uns avec les autres, mais la prévention des maladies est plus vaste que celle des infections. À vous, docteur. Peut-être qu'un des panélistes pourrait aussi y apporter une réponse. Merci beaucoup, docteur Valérie. Docteur Mamadou, allez-y, vous avez la parole. Si, docteur Dixon. Moi, bon, ce que je vais dire, c'est plutôt, ce ne sera pas des questions, mais c'est plutôt des contributions et des expériences, surtout dans le cadre de la PCI, parce qu'il y a la gestion des déchets biomédicaux aussi chez nous au niveau des vétérinaires. Ça nous posait vraiment problème. Mais heureusement que maintenant, ici au Sénégal, on a un programme avec le ministère de la Santé, le ministère de l'Élevage, qui nous fournit donc des sachets et des pots pour recueillir tout ce qui est déchets biomédicaux et des pots pour y mettre tout ce qui est aiguille, matériel coupant et piquant. Ce qui nous permet vraiment de gérer donc nos déchets biomédicaux. Autre chose aussi, dans le cadre d'un projet aussi, nous avons mis en place un outil comme cet outil de PCI là. Ça m'a un peu, quand il a fait la présentation, c'est un outil qui nous permet d'évaluer tout ce, tout ce qui travaille dans la santé animale, les PSV, pour les évaluer. Et on les évalue régulièrement pour pouvoir savoir. Et maintenant, il y a plusieurs points sur des points qu'on évalue qui sont regroupés sur plusieurs points, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle le bien-être et surtout il y a la communication et aussi on les évalue surtout sur ce qu'on appelle expert clinicien, c'est-à-dire est-ce qu'il peut mettre en place un bon plan de traitement, etc. Tout ça. Et aussi on les évalue sur l'annonce clinique. C'est un peu la PCI. C'est comment il fait pour gérer les déchets biomédicaux, etc., etc. Et ça, je vois qu'on est un peu. Maintenant, il y a la RAM aussi. Il y a des programmes ici qu'on fait. Mais maintenant, mon problème, c'est qu'au niveau du One Health, bon, nos États et la population, ils voient les vétérinaires en celui qui soigne les animaux, seulement dans ce cas. Donc, on a beaucoup de choses à faire pour faire un plaidoyer au niveau de nos gouvernants et surtout sensibiliser les populations pour qu'on puisse vraiment mettre en place des cadres légaux, surtout la législation, et d'allocation de budget vraiment qui permettra vraiment de mettre en cadre un cadre ONELS qui permettra vraiment aux vétérinaires de jouer le rôle qu'il faut dans ce domaine. Pour ne pas être vraiment long, c'est ce que j'avais à dire pour le moment. Et merci, c'est vraiment, j'ai beaucoup appris aujourd'hui pour cette présentation. Merci beaucoup. Merci, docteur Mamadou. Chers participants, je vous rappelle qu'il y a un formulaire à remplir de commentaires qui se trouve dans votre chat, dans la rubrique chat, si vous regardez, rubrique chat ou message, vous trouverez. Il y a un lien écho qu'il faudra remplir pour donner le feedback sur cette session. Merci de prendre le temps de le faire. Oui, y a-t-il quelqu'un d'autre? Je Docteur peux mettre un petit Valérie, commentaire par rapport à ce que le allez-y. collègue a dit. Merci beaucoup, cher docteur, pour ce que vous avez donné comme contribution. C'est très important. Et je dis bien, c'est très important d'avoir des outils d'évaluation de chaque programme. Parce que ces outils, quand on les a distribués, ça permet aux gens de pouvoir aussi savoir que nous allons nous attendre à ceci qui va arriver. Nous allons essayer de nous préparer. Par exemple, je donne cet aspect des infections associées aux soins. La collaboration entre les vétérinaires
est très, très importante avec la médecine humaine. Vous voyez des cas de rage qui arrivent. Vous avez des pays, vous avez des parties des pays, des provinces, des aires de santé où vous pouvez avoir la rage, des épidémies de rage qui arrivent. Comment est-ce qu'on travaille ensemble pour... Comment est-ce qu'on va pouvoir prévenir? Parce que en soi, il est une zoonose. Comment est-ce que nous allons... C'est très important que les vétérinaires collaborent avec les autres secteurs pour permettre d'aller de l'avant par rapport au One Health. Ceci est très important. Dans le règlement national, que vous retrouvez par exemple ici, on dit par exemple le programme national de surveillance est lié aux organismes. Quand vous voyez à 4.41.6 là, j'ai mis pour que chacun puisse voir. Par exemple, vous devez voyager en Irak, on va vous poser la question, est-ce que vous avez reçu le vaccin contre la rage? Enfin, le vaccin, c'est trop dire. Mais votre carte vaccinale, oui, oui, le vaccin contre la rage, c'est exactement ça. Première dose, deuxième dose, troisième dose. Sinon, le gouvernement irakien ne va pas vous admettre sur son territoire si vous ne montrez pas une carte que vous avez été vacciné contre la rage. Je peux m'arrêter par là pour montrer cette collaboration très importante et que vous regardez, c'est un aspect de santé publique, mais un jour dans la prévention, que vous allez aller dans un autre pays, que vous ne puissiez pas être exposé ou même vous pouvez arriver alors que vous avez une situation inconfortable que vous amenez dans ce pays-là. Voilà ce que je peux ajouter et cela est très important qu'il y ait cette collaboration et qu'il y ait des outils pour évaluer. Merci. Je peux ajouter une petite chose. Allez-y, allez-y. Oui, c'est dans le cadre surtout de ce qu'il disait là tout de suite sur la rage. Par exemple, ici au niveau du centre de santé, on gère ensemble les cas de morsure. Et ça nous a permis, moi, quand je faisais mon diplôme de BE, euh, j'ai fait mon au niveau. Et on a pu vraiment, avec les gens, puis savoir. Parce qu'on a vu sur cette étude-là, par exemple, l'âge a commencé à augmenter dans notre zone. Et il y a des saisons où, et dans certaines zones où on voit plus de monde. Parce que j'ai que je vois dans mon clip qui est qu'on recevait une rendu compte quand on a fait les études avec les gens de l'environnement, et compte qu'avec les changements. Vous savez qu'il y a beaucoup de terres, il y a des forêts classées qui ont été déclassées, il y a la pression des sociétés minières dans notre zone, ce qui fait que donc les zones refuges où les animaux étaient, surtout les chiens et autres, ils se sont rappliqués vers les habitations, ce qui a fait que donc les cas de race ont augmenté. Donc c'est pour vous montrer que cette collaboration, elle est nécessaire dans le cadre du voiture pour pouvoir trouver des solutions. Et ça nous a permis vraiment de mettre en place des plans de lutte contre la rage au niveau de cette zone-là avec les collectivités locales. Merci beaucoup. Merci, merci, docteur Mamadou, de nous rappeler que l'approche One Health est la meilleure, surtout en ces moments où nous avons plus de maladies zoonotiques et la résurgence de beaucoup d'autres maladies. Oui, si moi regarder, si on a une main. Voilà, monsieur Hervé, allez-y. Oui, allô, merci, bonjour à tout le monde. On s'écoute? Allô? Oui, oui, on vous reçoit 5 sur 5. Allez-y. Ah, ok, merci beaucoup. Vraiment, je suis monsieur Hervé Denis. Je suis technicien médico-sanitaire camerounais et ayant lutté contre la COVID de 2020 à 2020. Voilà. Excusez-moi un peu.
Non, attends, attends, je te rappelle. Je suis un peu en ligne avec météo là. Non, pas livré. Il a dit que le camion a eu un souci. Oui, alors, bonjour. Je disais, moi, j'étais au même temps, au même moment au téléphone. Je disais donc que j'ai été un des acteurs majeurs dans la lutte contre la COVID-19. Oui, s'il vous plaît, et merci déjà pour la présentation. Dans la présentation tout à l'heure, vous avez parlé de la désinfection avec le chlore, qu'on continue à le faire en versant sur des personnes. Et effectivement, lors des supervisions, jusqu'aujourd'hui, dans certains endroits, on continue à le faire. S'il vous plaît, je voudrais savoir quelles sont les nouvelles mesures de désinfection actuelles. Et est-ce que nous pouvons avoir des documents dessus pour pouvoir aussi former à notre niveau nos personnels? Merci beaucoup. Merci, docteur Valérie, professeur Ali. Vous avez pu répondre à la question. Oui, je crois que le professeur Ali pourrait me compléter. Donc, oui, oui, on ne fait plus, on ne pulvérise plus le chlore sur les personnes humaines. La technique pour pouvoir faire le déshabillage ou le retrait des épis est assez simple. Par exemple, quand vous avez cette menace où vous avez dans un environnement Ebola et tous les autres, vous savez très bien que chaque fois que vous enlevez un équipement de protection, vous faites l'hygiène des mains et vous êtes en train de réduire le risque. C'est tout, vous n'avez pas besoin que les gens puissent vous pulvériser. Parce que vous réduisez déjà le risque vous-même en faisant cette hygiène des mains parce que ce sont vos mains qui touchent ici et là. Et l'ordre de succession. Donc, ça veut dire que le SOP, la procédure opératoire standard, enlever les équipements de protection individuelle doit être affiché. Elle est affichée, on voit la séquence. On peut le faire en présence, on a un binôme et l'autre peut aider et orienter l'un et l'autre à pouvoir faire cela et cela n'augmente en rien le risque de pouvoir s'infecter. Mais par contre, vous êtes mis à l'abri des effets secondaires du chlore ou des solutions chlorées sur l'être humain. Des inhalations qui arrivent avec des affections respiratoires, vous avez des yeux qui sont affectés, il y en a d'autres qui sont arrivés à la cécité, vous avez des allergies qui ont été justement exacerbées chez des gens, alors que auparavant ce n'était pas le cas. Donc, ça existe et nous allons pouvoir partager ce que nous avons et qui a été édicté et même les publications qui interdisent cela. Donc, il faut aller avec des évidences gentiment et montrer aux gens parce que changer les habitudes, c'est pas facile. J'aimerais rajouter une chose. Dans beaucoup de pays, rappelez-vous que les équipes, ça veut dire les brigades de désinfection et de décontamination, font une logistique énorme. Ça veut dire que s'ils doivent partir, ils sont de 3 4. Vous devez avoir un véhicule qui les transporte pour les amener là-bas. Vous devez va avoir beaucoup de quantité d'eau pour pouvoir faire justement tout ce nettoyage que nous avons et la désinfection. Mais rappelez-vous que si nous n'avons qu'à pouvoir essuyer les surfaces, nous essuyons les surfaces avec un détergent, puis à l'eau propre avec la technique des trois seaux. Et puis nous utilisons finalement l'eau propre, le chlore et puis l'eau propre. Cela permet de pouvoir réduire le risque de pouvoir pulvériser. Que déjà, quand nous faisons cette pulvérisation, le nuage que nous distribuons là, ce nuage, nous ne sommes pas assurés qu'il va tomber sur toutes les surfaces. Si on prend la microscopie, on regarde justement la surface de dépôt de ces différents, cela ne prouve pas que là où se trouve le microbe, hein, justement, le microbe a été chloro. Laissez-moi appeler ça, on peut se donner chlorophylle. Et là, Dieu a tiré jusque-là. De cette façon-là, et le chlore est allé tuer. Non. Mais par contre, quand nous faisons l'essuyage de cette surface-là, nous avons la chance de pouvoir couvrir tous les centimètres carrés, si pas millimètres carrés, par où nous pouvons avoir ce risque. Des arguments que l'on peut donner gentiment aux uns et aux autres pour changer le comportement et les habitudes. Voilà ce que je peux dire en long. Professeur Ali, peut-être vous pouvez ajouter quelque chose. D'accord, professeur Ali? Oui, merci pour la parole. Je pense que docteur Valérie a développé suffisamment la réponse à donner à Monsieur Hervé et
à beaucoup d'entre nous. Je pense que la pulvérisation doit être bannie. Bannie, pourquoi? Ce n'est pas seulement en écartant les dangers d'intoxiquer la personne pulvérisée, mais aussi l'environnement, hein. On altère aussi l'environnement, qui est un bien commun. On va l'altérer. Pour votre gouverne, Monsieur Hervé, il y a une publication de Madame Chahine Mehtar avec son équipe qui ont publié une étude très intéressante en Sierra Leone sur les, les personnes atteintes de COVID, et non, d'Ebola, et chez lesquelles qui ont été pulvérisées avec toutes les complications relevées, dont les complications respiratoires. Docteur Valérie en a cité autant. Donc, si vous recourez à cette publication, vous verrez les dangers et les alternatives qui sont signalées là-dedans. Je pense que nous demanderons au docteur Pascal de balancer la référence de cet article sur notre chaîne YouTube. Comme ça, vous pouvez accéder à cette publication. Merci. Merci, professeur. Et surtout, un autre facteur qu'il faudrait considérer concernant les équipes qui descendent sur terrain de manière pratico-pratique, parce que certains peuvent refuser vraiment au fond d'eux de changer d'attitude malgré toutes les preuves que porter. En plus que parfois, il y a d'autres facteurs qui peuvent intervenir, par exemple l'argent ou rémunération ou autre par rapport aux actes qu'ils font. Ils peuvent bien être posés, mais il faudrait aller avec tact, comme l'a dit le docteur Valérie, étape par étape, en allant sur des évidences pour leur faire comprendre que l'utilisation, la pulvérisation de chlore bien que spectaculaire, parce que c'est ça aussi l'effet qu'on a souvent besoin de voir, le côté spectaculaire, plein de brume partout, et on s'est dit qu'on a fait quelque chose. Donc, il faudrait y aller mollo, avec des évidences et les différentes références que nous allons vous partager. Nous prenons encore une question qui est dans le message. Je vais essayer de les lire. Merci pour la présentation. Quelle approche avoir pour initier une surveillance des infections? De même, que penser de décontamination par voie aérienne et de la désinfection du matériel réutilisable avant la désinfection ou la stérilisation? Docteur Valérie, vous avez suivi la question? Oui, j'ai suivi la question. J'espère que je ne vais pas en rater un aspect. Mais j'aurais aimé aussi, par rapport à la surveillance, je crois qu'il y a le professeur Chibangu qui a parlé ici, qui est aussi dans le domaine des laboratoires et beaucoup de recherches. Il pourrait donner la contribution par rapport à la surveillance lorsque j'aurai fini, parce que cela est très, très important par rapport à aujourd'hui, tout ce que nous avons comme écosystème, tout ce que nous avons comme épidémiologie, la distribution des germes et par rapport aux maladies émergentes et réémergentes et par rapport à certaines compositions aussi qui sont au niveau des défenses donc, de l'être humain. Mais pour revenir à la question très rapidement, euh, je crois que nous sommes dans un aspect assez de surveillance. Et cette surveillance dont on est en train de parler ici, elle a plusieurs niveaux. Vous avez la surveillance de routine qui se fait, justement, j'étais en train de chercher à pouvoir partager le système dans l'Afrique du Sud avec le National Health Laboratory System, avec
HLS. Par exemple, toutes les maladies que nous connaissons à déclaration obligatoire, tout ce que nous connaissons, nous avons ce système de surveillance qui existe déjà. On est en train de suivre cette surveillance et quand on voit, on fait le rapportage, on peut se dire qu'à tel endroit, nous avons vu par exemple ceci qui est en train de croître, ceci qui est en train d'apparaître, le nombre de cas apparaît. Comment est-ce que nous pouvons essayer de pouvoir euh, incliner la courbe par des interventions de santé publique ou autre type d'intervention qui nous permettrait de limiter la propagation? C'est des éléments très importants où nous avons la surveillance sentinelle qui existe. Nous avons aussi celle de laboratoire qui s'ajoute aussi, qui est très, très importante, comme je vous ai dit, non seulement par rapport au diagnostic, mais aussi par rapport à la lutte contre la résistance antimicrobienne. Ces éléments-là nous permettent, par exemple, au niveau d'un pays, au niveau d'une province, avec une bonne coordination, de pouvoir essayer d'améliorer la surveillance donc, des infections associées aux soins. Je vous donne un exemple aussi, c'est que nous sommes en chirurgie. En chirurgie, toutes les infections des sites chirurgicaux doivent bénéficier d'une enquête qui nous permet de connaître la source, d'où est venu les germes qui a infecté et qu'on regarde les pratiques depuis la préparation avant l'intervention chirurgicale, depuis la préparation du patient, qu'est-ce qui est arrivé en per-op, qu'est-ce qui est arrivé en post-op, pour que nous puissions essayer de déterminer d'où vient cette infection-là. Donc cela nous aide beaucoup et on peut avancer avec cela. Ça, c'est des avants aussi en intra-hospitalier. Rappelez-vous par exemple qu'actuellement, quand on fait la surveillance intra-hospitalière, ça veut dire que nous avons un patient, dans tous les pavillons, un patient peut être entré pour n'importe quelle autre maladie, mais notre fiche de suivi, avec les prix questions que nous posons aux malades, nous pouvons identifier une maladie qui a commencé à s'installer alors que le patient n'était pas venu pour celle-là. C'est arrivé par exemple, et vous regardez, est-ce que vous avez des boutons qui commencent à avoir des éruptions cutanées, mieux dire, qui commencent à être là, avez-vous de la fièvre, avez-vous cela? Ça nous fait une surveillance intra-hospitalière. Je vais pousser plus loin, qu'à la surveillance, vous associez la recherche active des cas, que ce soit même dans la communauté. Prenons seulement celle-là que nous avons maintenant. Vous pouvez voir, vous passez à des pharmacies, vous regardez aux pharmacies, OK, quels sont les médicaments qui ont été vendus aujourd'hui, c'est quel type de médicament qu'il y a, cette personne qui a acheté ce médicament, pourquoi l'a-t-il acheté? Oh, mais ça, c'est pour telle ou telle autre chose. Mais où est-ce qu'elle habite? Ah, il habite à tel endroit. Il était venu ici avec l'enfant de tel et tel. Les agents de santé communautaire peuvent nous aider à traquer des cas comme ça pour que nous puissions avoir, OK, c'est une alerte que l'on remonte. Est-ce que cette alerte a été validée? Si elle est validée, cette personne va pouvoir être retirée, par exemple, de la communauté. On va aller faire les examens. Si le cas est confirmé, cette personne-là va rester pour suivre les soins. Et s'il n'est pas confirmé, la personne va être déchargée et va retourner à domicile. Donc, le système de surveillance est tellement beau et multidisciplinaire qu'il demande qu'activement, on puisse mettre des personnes, comme on dit en anglais, des boots on the ground, avec des bottes sur terrain, afin de pouvoir aller essayer de travailler à propos, autour de cette surveillance-là et faire la recherche active des cas aussi. Mais revenons par rapport à la décontamination, il dit par voie aérienne et désinfection du matériel réutilisable. Je n'ai pas très bien compris ce que ça veut dire décontamination par voie aérienne, mais je comprends tout de suite qu'il y a probablement des germes qui sont suspendus dans une salle. Et ça, c'est très beau quand on a l'aspect de tuberculose. Ici, très rapidement, j'aimerais dire, c'est que ce que nous faisons très régulièrement, c'est que nous avons, par exemple, euh, l'environnement bâti qui commence à nous aider ici. Rappelez-vous que le vent, l'air souffle toujours de la zone de la haute pression vers la zone de la basse pression. Une chambre est ici, par exemple, moi je suis tuberculeux, je suis dans une chambre. Cette chambre est à pression négative. Rappelez tuberculose, une tuberculose résistante. Nous avons une pression négative ici. On va attirer de l'air de la haute pression vers ma chambre à moi et puis l'évacuer par une cheminée, appelons ça une cheminée, mais par une voie d'évacuation. Et comment est-ce qu'on crée ça? On peut mettre un,
le mot est parti encore, comment on appelle ça? On a, appelons ça un ventilateur, mais le mot va pouvoir rentrer, qui va pouvoir tourner, déprimer la pression à l'intérieur de chez moi, enfin dans la salle, pour pouvoir attirer comme ça à l'extérieur. Nous n'allons pas avoir justement la pression positive qui pourrait être dans ma chambre, qui va injecter à l'extérieur des germes de tuberculose et qui peut aller chez les gens. Mais par contre, ça va être aspiré et ça sort dehors. Donc, on peut avoir, voilà, c'est un extracteur, le mot qui était parti, c'est un extracteur que nous plaçons. Donc, l'architecture hospitalière et la construction des infrastructures de santé nous permet de pouvoir faire que nous puissions diminuer les risques. Nous sommes dans un laboratoire. Il existe très régulièrement que nous formolisons les laboratoires et puis nous les nettoyons après pour diminuer les risques. Donc, ça veut dire que quand nous avons la production d'aérosols, on va ouvrir les fenêtres, par exemple, à la dentisterie. On a utilisé des procédures génératrices d'aérosols. On sait que des germes peuvent être dans ces aérosols, comme les germes de Covid, on a utilisé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir les fenêtres largement pour qu'on puisse, à ce moment-là, laisser que l'air puisse être respecté. On connaît très bien que les normes, nous sommes à 6 à 12 changements. On peut même aller plus loin, au-delà, d'air par heure qui nous permettent de pouvoir chasser justement et renouveler l'air qui puisse être là-dedans. Donc ça, c'est très important que nous puissions connaître cela pour chasser justement ce qui est suspendu et en ce moment-là, on va désinfecter les surfaces. Donc, on ne va pas pulvériser à l'intérieur parce qu'on pense que Covid est suspendu, parce qu'on pense que tuberculose est suspendue, on ne va pas pulvériser. On va faire l'aération et cette aération nous permet de réduire le risque et puis on va nettoyer les surfaces. C'est une des contributions que je peux donner à ce niveau-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les volets des questions. Et par rapport à la stérilisation, je crois qu'il y a des SOP, hein, pour la désinfection et stérilisation du matériel. On a d'abord le nettoyage. Ce qui est prévu à être nettoyé va être nettoyé. Ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser un détergent. Au savon, on peut nettoyer. Déjà, le savon tue énormément de germes. Et puis, on peut désinfecter parce qu'on ne peut désinfecter que ce qui a été nettoyé parce qu'on ne désinfecte pas ce qui est propre. Et on stérilise seulement ce qui a été désinfecté. Rappelez-vous, finalement, ce qui est à stériliser doit être d'abord nettoyé, désinfecté, puis stérilisé. Et puis, il y a des SOP qui doivent être pour chaque matériel que vous avez. Et ces protocoles vous permettent de ne pas endommager le matériel que vous utilisez là, parce que si vous n'avez pas de protocole approprié, on peut abîmer la qualité du matériel. Voilà ce que je peux dire en long sur cela. Je ne sais pas si j'ai Merci, couvert. merci, docteur Valérie. Vous avez largement couvert. Professeur Tubangou, vous avez un mot à ajouter? Merci beaucoup pour la parole et merci au docteur Valérie pour l'excellente présentation. Je comprends qu'il avait soulevé une question par rapport à la PCI au niveau des laboratoires. Euh, je pense que la PCI, c'est, 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 c'est- c'est un domaine central euh, dans les laboratoires. J'ai eu l'occasion de travailler dans différents laboratoires, que ce soit des laboratoires des niveaux euh, P1, P2, P3. Et à chaque niveau, il y a un niveau donné des rigueurs en termes de PCI qui suit. Et par rapport, cela est en lien avec les niveaux des risques qui existent dans ces labos, les types de pathogènes qu'on utilise ou sur lesquels on travaille euh, et les types d'environnement. Et il faut toujours adapter. Il faut toujours adapter. Il y a toujours ces protocoles-là, ces SOPs, il faut suivre scrupuleusement. Quand vous êtes dans un laboratoire où vous faites, par exemple, la culture euh, virale, donc il y a des gestes à poser, il y a, il y a, il y a des directives à suivre à chaque fois que vous devez mener des activités. Tout est bien codifié
Et au-delà de la nécessité de suivre une formation là-dessus, euh, il y a également, donc j'ai dit, au-delà de la formation théorique que vous recevez, pour pouvoir vous accommoder avec toutes ces règles-là, il y a également une formation pratique que vous allez acquérir avec le temps en travaillant avec ceux qui ont de l'expérience dans ces différents laboratoires. Mais les choses changent beaucoup dans ce domaine-là parce que nous constatons de plus en plus qu'il y a un phénomène de décentralisation des laboratoires, décentralisation des activités des laboratoires. Vous pouvez être mené aujourd'hui, par exemple, à faire des séquençages des pathogènes en pleine forêt, dans un petit village, un milieu reculé, dans un hôpital, donc en dehors des laboratoires bien équipés, des laboratoires classiques. Ça fait que tout ça impacte la pratique et il appartient aux praticiens, aux chercheurs, aux scientifiques, aux cliniciens de pouvoir adapter la pratique par rapport aux réalités de l'environnement et au contexte. J'ai évoqué là du séquençage parce que c'est un problème qui revient de plus en plus et qui occupe de plus en plus de place dans dans les systèmes de diagnostic, de détection et de surveillance des pathogènes. Par exemple, au Congo, quand nous avons par exemple des épidémies d'Ebola actuellement, dans des villages reculés, on est en mesure de déployer une petite équipe avec un minimum de matériel dans une forêt. Et cette équipe-là c'est du matériel avancé, mais la plupart du temps miniaturisé, qu'on transporte parfois dans des petites valises, on amène sur place et on peut détecter les pathogènes dans les heures qui suivent, on peut identifier les virus et tout ça. Et tout ça, toutes ces nouvelles pratiques-là qui, 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 qui augmentent actuellement ont chamboulé pratiquement tout ce qu'il y a comme règles classiques en termes de PCI. Et ça, c'est un domaine assez intéressant sur lesquels il y a beaucoup de discussions. À part ça, je voulais aussi euh, faire un commentaire sur une autre dimension de la PCI, une dimension que je peux appeler culturelle de la PCI. Au-delà d'être une science, ces pratiques-là se normalisent, ces pratiques-là euh, sont acquises par les personnes qui, 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 qui sont confrontées à des situations, des expositions face aux pathogènes, etc., etc. Et avec le temps, ça se normalise dans les comportements. Et dès l'instant où ces pratiques-là sont acquises et se normalisent dans les comportements, les attitudes, que ce soit des praticiens cliniques, que ce soit des chercheurs ou des scientifiques, ça devient comme des pratiques culturelles. Un exemple que je peux donner, c'est l'exemple qu'on voit régulièrement au Japon. Au Japon, dans beaucoup d'universités, il y a des laboratoires très avancés, mais quand vous entrez là-bas, vous serez frappé par une chose. Il n'y a pas de techniciens de surface. Et si vous observez de près, vous remarquerez que c'est en fait tous les membres de l'équipe qui assurent le rôle du technicien de surface. En général, il y a un jour où tout le monde sort les balais, les linges,
pour nettoyer et essuyer partout. Et au départ, c'est des pratiques codifiées, standardisées, mais avec le temps, ces populations, les amis japonais ont intégré ces pratiques-là partout. C'est comme ça que, au-delà des universités, au-delà des milieux de recherche, au-delà des hôpitaux, ils sont arrivés même à un point où ces pratiques-là sont intégrées, par exemple, dans les écoles. Vous verrez que dans les écoles, il n'y a pas de techniciens de labo. Ce sont les élèves eux-mêmes qui nettoient, qui font tout, qui stérilisent les laboratoires des formations à l'école, là, qui s'occupent de la gestion des déchets, et c'est propre, impeccable. Donc, au-delà du fait que la PCI, c'est une science, à un moment donné, ça devient carrément comme une culture qu'on peut développer, qu'on peut acquérir. Et on voit ça régulièrement, pas simplement au Japon, dans beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est ici, je pense que on a, on observe une situation tout à fait euh, différente de celle qu'on a en Europe ou en Afrique. Et généralement, les scientifiques sont parfois scandalisés quand ils arrivent dans un laboratoire. Ils se rendent compte que bon, c'est, ce sont les chercheurs eux-mêmes qui stérilisent le matériel. Ils fabriquent l'alcool pour la stérilisation des surfaces, qui s'occupent de, de la stérilisation aux UV des différents matériels, etc., etc. Donc, dans les enseignements qu'on donne, dans les pratiques qu'on transmet, il faudra peut-être, ça c'est mon point de vue, qu'on fasse un effort qu'au-delà de vouloir transmettre une science, qu'on puisse transmettre une culture de la PCI. Voilà les commentaires que j'avais ajoutés et je vous remercie. Merci, professeur, pour le commentaire et non pas le moindre de celui de développer la culture de la PCI. Et professeur Ali, allez-y, professeur Ali. Merci pour la parole. Je remercie le professeur Chibangu pour les apports qu'il nous donnés. Ce que je peux ajouter, c'est de continuer à sensibiliser nos populations euh, pour adopter et changer de comportement, adopter les meilleures pratiques de la PCI et changer de comportement. Évidemment, l'apprentissage est un processus qui doit aller des gestes de tous les jours, mais aussi changer de comportement, adopter des attitudes correctes, accepter de changer ce qu'on est, parce que moi, je suis clinicien, je pratique depuis des années. On peut mettre des gants à la disposition des infirmiers et des infirmières. Et pas une seule fois, vous allez faire remarquer aux gens que vous connaissez le personne chez laquelle vous prélevez le sang ou vous placez une perfusion. Mais la réponse qu'on va vous donner, parce qu'on ne met pas les gants, on y va à main nue, on vous dit, nous avons toujours fait ça. C'est cette culture-là, nous avons toujours fait ça. Donc, on ne sait pas qu'on peut mourir à 42 ans parce qu'on est infecté par telle ou telle maladie dangereuse, parce qu'on a négligé de faire ce qui est demandé de faire, de porter le gant qui vous protège énormément. Et après avoir placé la perfusion ou prélevé un échantillon de sang, la personne n'a même pas le temps d'aller se laver les mains.
Donc, tout ça, il faut changer de comportement, mais aussi de notre côté, nous devons continuer à sensibiliser et à éduquer le personnel et notre population. Merci vraiment pour cette contribution. Merci, professeur Ali. J'espère que c'était votre dernier mot parce que nous chutons de là. Et il est 15h04. Ça fait presque 2 heures que nous étions en ligne en train de discuter, échanger sur cet aspect de la PCI, santé publique ou sciences. Et Docteur Valérie nous a réconfortés, nous tous qui sommes experts en prévention contre des infections et de tout bord que nous sommes, vraiment de cet aspect scientifique, que ce soit dans l'approche individuelle ou dans l'approche communautaire de la PCI, qui nous réconforte comme étant vraiment une science qui est en lien directement aussi avec la santé publique. Nous disons merci à Docteur Valérie. Professeur Ali, vous avez un dernier mot avant que l'on puisse se dire au revoir. Merci, merci, monsieur le modérateur. Je vous remercie d'abord pour avoir consacré ce temps pour diriger cette session. Je remercie aussi le docteur Valéry pour sa brillante prestation. Il nous a habitués ainsi et il continue dans le chemin. Nous le remercions et nous le félicitons. Nous remercions aussi tous les participants qui ont pu contribuer à divers niveaux. Je remercie aussi à Madame Choukri qui a remplacé Madame Kanika qui prend son congé, qui dirige l'équipe Eco India qui nous a permis d'atteindre les uns les autres pour suivre cette communication. Nous nous donnons rendez-vous. J'ai oublié de remercier le professeur Chibangu, là où il est. Merci. Professeur, nous aurons peut-être besoin de vous un jour pour animer aussi une session. Euh, nous pensons que vous avez beaucoup à apporter aussi dans l'éducation du personnel infirmier et de la population. Merci et la semaine prochaine, nous comptons nous revoir encore sur un autre sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Ali. Docteur Valérie, vous avez quelque chose ou c'est bon de votre côté? Mes remerciements à tous et à chacun. Merci beaucoup. Nous vous disons bon week-end à tous. N'oubliez pas de remplir notre formulaire qui est en ligne et n'oubliez pas de partager le lien. Nous avions eu la participation de collègues d'Italie, du Togo, du Cameroun, du Sénégal, de la République démocratique du Congo qui étaient avec nous, qui montrent que le PCI est un problème mondial sur lequel nous devons faire front commun pour l'affronter. Et partagez le lien et d'autres questions, nous allons continuer dans le groupe WhatsApp. N'hésitez pas à poser des questions ou à partager vos expériences avec tout le monde. Sur ce, nous vous disons au revoir et à la prochaine. Merci, docteur. Merci, au revoir. Merci, docteur. Au revoir. Au Au revoir, bon revoir, au week-end à revoir. tous. Merci, pareillement. Au revoir, Merci, au revoir. au revoir, au revoir. Merci. Merci. Merci et à bientôt, à la prochaine plutôt. À Merci à tous. À bientôt. la prochaine. Merci. Bye bye. Bye.